Bonjour à tous, merci Jean-Maurice Ripper, je suis le président de l'Association française pour les Nations Unies qui est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui afin de nous entretenir avec deux personnalités exceptionnelles en cette journée internationale des femmes dans la diplomatie. Je vais y revenir dans un instant. Je voudrais signaler que ce webinaire n'est pas retransmis en direct, mais est enregistré et qu'il sera diffusé ultérieurement dès cet après-midi probablement sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre site AFNUT, sur notre télévision AFNUT TV, sur YouTube. Ce webinaire se déroulera en deux parties. Nous écouterons d'abord nos deux intervenantes que je vais présenter dans une seconde. Et ensuite, bien sûr, nous vous passerons la parole aux auditeurs qui souhaitent intervenir et donc nous vous demanderons d'ici une demi-heure à peu près, de lever la main ou de transmettre vos questions à notre équipe que je voudrais d'ailleurs remercier à ce stade, Jérémy Mercier et Faustine Secky, pour la façon magnifique dont ils ont préparé ce webinaire. Alors, sans attendre, je voudrais remercier Isabelle Rome et Nicole Hamelin d'avoir accepté une nouvelle fois, j'ai envie de dire, de consacrer du temps à cette noble cause du droit des femmes, cette fois-ci pour parler de ces droits tels qu'ils sont appliqués dans ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie féministe. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que Isabelle Rome, qui est magistrate de formation et d'exercice d'ailleurs, est actuellement l'ambassadrice française pour les droits humains, chargée aussi du devoir de mémoire, pardon, relatif à la dimension internationale de la Shoah et des spoliations, et qu'elle a été ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je rappelle par ailleurs qu'elle a écrit de très nombreux ouvrages. C'est donc une autrice, comme on dit maintenant, très compétente, évidemment expérimentée s'agissant de la question du droit des femmes. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir une très ancienne, j'allais dire une vieille amie, mais il faut dire une très ancienne amie de la FNU et des Nations Unies, Nicole Hamelin, femme politique bien connue, ancienne députée, plusieurs fois députée. Je vais résumer votre carrière, Nicole, j'en suis désolé. Plusieurs fois députée, conseillère régionale, plusieurs fois ministre, secrétaire d'État et ministre, notamment chargée de la parité également et de l'égalité professionnelle. Ancienne ambassadrice chargée des questions sociales et de la parité, et à ce titre déléguée de la France auprès de l'Organisation internationale du travail. Et pendant de très longues années, et c'est cela probablement qui nous motivera plus dans notre conversation, représentante française au CEDAW, le Comité des Nations Unies pour la lutte contre les discriminations faites aux femmes, organe qu'elle a présidé pendant de nombreuses années. Deux femmes donc qui ont consacré l'essentiel de leur vie professionnelle à cette question de la défense et de la promotion du droit des femmes, mais aussi des filles. Il faut le mentionner, même si ça n'est pas le thème spécifique d'aujourd'hui, et qui ont eu l'occasion de mettre en pratique leurs convictions. Ce sont des femmes d'engagement, de conviction et d'action, et c'est pour cela que nous sommes très heureux et très fiers de les accueillir aujourd'hui. Il nous a paru nécessaire, en effet, en cette journée internationale des femmes dans la diplomatie, de revenir sur ce concept que les Français ont beaucoup poussé sous le terme de diplomatie féministe, mais un concept qui est né en Suède en 2014. Ça fait donc déjà plus de 10 ans, mais repris depuis quelques années, et qui permet de promouvoir ce concept d'égalité et surtout de participation des femmes à la vie diplomatique internationale, et ça sera l'objet des premières interventions de nos intervenantes. Donc, si vous le voulez bien, sans attendre, je vais passer la parole dans l'ordre d'abord à Isabelle Rome, puis à Nicole Hamelin, pour leur poser des questions au fond très simples et très évidentes. Qu'est-ce qui caractérise selon vous? Qu'est-ce que c'est qu'une diplomatie féministe? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle devrait exister? Et sous quelle forme? Euh, Parce qu'on en parle beaucoup, mais de quoi parle-t-on? Et surtout, sur le fond, en quoi est-ce que cette participation accrue des femmes dans les négociations de paix, les processus multilatéraux, puisqu'il s'agit aussi de défendre le multilatéralisme en cette période où il est tant
tant attaquée. En quoi est-ce qu'une participation accrue des femmes à la vie internationale et dans le système multilatéral contribue-t-il à renforcer la durabilité des accords ou permettrait une gouvernance plus efficace de cette société fracturée dans laquelle nous vivons? Isabelle Rome, vous avez la parole. Madame la ministre, cher Nicolas Ameline, Monsieur le Président, cher Jean-Maurice Ripert, mesdames et messieurs, j'allais dire presque chers amis, tout d'abord merci d'organiser ce webinaire en cette journée internationale des femmes dans la diplomatie, qui incarne finalement une avancée symbolique, concrète, dans la reconnaissance d'une histoire longtemps tue. Et finalement, ce n'est que depuis juin 2022 que cette journée a été dédiée, donc cette journée du 24 juin a été dédiée donc à la place des femmes dans la diplomatie. Peut-être avant même de parler strictement de diplomatie féministe, rappeler que les femmes ne sont pas depuis si longtemps que cela dans la diplomatie et qui a été longtemps le bastion exclusif des hommes. Cette discipline réputée exigeante, complexe, parfois austère, nécessite rigueur, culture, finesse et résilience, était jugée incompatible avec ce que la société imaginait des femmes. Et elles en ont été longtemps écartées. Non faute de mérite, mais faute de volonté politique, faute de justice et peut-être même un brin de sexisme, je dois dire. Et des barrières multiples leur ont été opposées, administratives, juridiques, économiques et sociales. Et vous le savez, la diplomatie n'était pas l'unique chasse gardée masculine. La haute fonction publique, la politique, de nombreuses sphères professionnelles étaient alors fermées aux femmes. Et je ne peux m'empêcher tout de même de rendre hommage justement à ces premières diplomates françaises qui ont ouvert la voie, le chemin, et en particulier Suzanne Borel, qui, j'ai repris ce qu'elle disait, elle disait en 1929, « Peu de femmes ont pu mieux que moi apprécier l'astuce, assortie souvent de perfidie, et l'obstination avec laquelle les hommes élèvent des barrages sur la route des malheureuses qui prétendent s'écarter des sentiers battus. » Ça date de 1929. Elle a été même à un moment donné interdite de partir à l'étranger parce que sa présence dérangeait. Et donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler tout cela, puisque finalement ça fait un peu moins d'un siècle, hein, c'est les propos que je rapportais datent de 1929. N'oublions pas non plus Eleanor Roosevelt, hein, donc qui n'est pas une française mais une femme très importante, puisqu'elle a été la première présidente de la Commission des droits de l'homme, hein, donc en tant qu'ambassadrice pour les droits de l'homme. Je veux dire, c'est pour moi un personnage hautement symbolique, et nous pourrions en citer d'autres. Toutes ont connu des embûches, beaucoup sont encore aujourd'hui oubliées, écartées, invisibilisées. La place des femmes dans la diplomatie n'est malheureusement pas un enjeu du passé. Au cours des 25 dernières années, seulement 5% des médiateurs et 8% des négociateurs dans les processus de paix étaient des femmes. Et ça c'est vraiment confirmé, alors même que la participation des femmes augmente de 35% les chances d'un accord de paix durable. Nous savons également que les femmes demeurent sous-représentées dans toutes les enceintes de décision, dans tous les cercles de négociation, des conseils de sécurité aux commissions techniques, des traités commerciaux au forum sur la sécurité. La voix des femmes reste minoritaire. Et donc, cette participation des femmes à toutes les instances de décision est un des axes justement de notre diplomatie féministe. Hein. La nouvelle stratégie
de la diplomatie féministe a été lancée donc le 8 mars dernier, donc 2025, par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc cet axe est un axe important de notre diplomatie féministe. Je laisserai d'ailleurs Nicole développer cet axe de l'égale représentation des femmes et des hommes dans toutes ces instances de décision, et notamment à travers la recommandation 40 qu'elle porte et que la France soutient donc de manière très active. En fait, la diplomatie féministe, c'est tout simplement considérer que la politique extérieure de la France considère comme une priorité l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes et des filles. Et donc, dans l'ensemble de sa politique étrangère, elle va avoir cette approche. Cela se manifeste notamment par ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la participation des femmes, l'égale participation des femmes et des hommes aux instances de décision, mais c'est aussi un soutien important que la France apporte à des organisations féministes dans de nombreux pays du monde, notamment avec le Fonds pour les organisations de la société civile féministe, qui permet de soutenir des projets en direction des filles et des femmes un peu partout dans le monde. Et à ce titre, la France est le premier pays justement contributeur à cette démarche. Et j'insiste là-dessus parce que au-delà du multilatéralisme, et nous pourrons y revenir, il est aussi important de pouvoir avoir un impact auprès des populations dans chaque pays de manière adaptée, de manière appropriée. Ces derniers temps, j'allais dire, dans ce monde un peu chaotique, je relisais Montesquieu qui m'a donné envie d'être magistrate à l'époque. Et c'est vrai que quand on relit Montesquieu, on pense à la fois à l'esprit des lois, c'est-à-dire un peu le fondement de notre état de droit, de notre République, avec tous les grands principes qui la fondent, comme la séparation des pouvoirs par exemple, mais c'est aussi les lettres persanes. Et les lettres persanes, c'est aussi important de les avoir en tête justement pour mieux comprendre et mieux agir en lien avec l'ensemble là on parle des femmes et des filles, avec l'ensemble des femmes et des filles dans le monde entier, d'avoir une approche qui n'est pas frontale, qui n'est pas, j'allais dire, arrogante, mais qui est néanmoins au service d'une cause, au service de l'universalité, justement, de ces droits humains. Et je pense qu'en cette période, cette notion de l'universalisme des droits humains, l'universalisme de la dignité, finalement, humaine, eh bien, c'est peut-être ce socle qui peut encore nous réunir à un moment donné où l'humanité est en train de se déchirer. Je reviendrai de manière un peu plus, j'allais dire, pragmatique sur le côté plus franco-français, parce que c'est important aussi, justement, pour parler de la carrière des femmes dans la diplomatie. Et il faut noter que des initiatives importantes ont été prises par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment dans le cadre de cette diplomatie féministe. Et l'action du ministère a notamment été reconnue par l'obtention du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l'AFNOR. Les progrès en matière de parité sont encourageants. La proportion de femmes dans l'encadrement supérieur du MEAE a fortement progressé ces dernières années, avec plus de 45% de femmes nommées parmi les ambassadeurs en 2024. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut compter. J'aime bien dire que ce qu'on ne compte pas, ne compte pas. Oui, il faut compter.
Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque j'étais il y a quelques années la haute fonctionnaire à l'égalité des droits du ministère de la Justice, j'avais lancé le premier baromètre de l'égalité femmes-hommes au sein du ministère de la Justice pour voir combien de femmes on avait dans chaque métier de la justice. Parce qu'on nous dit toujours, et surtout dans un ministère par exemple comme celui de la justice qui est largement féminisé, on nous dit toujours, mais oui, les femmes elles sont partout et donc on n'a pas de problème avec l'égalité. Eh bien oui, il faut compter, et quand on compte, c'est moins simple, et quand on compte, on se rend compte à peu près dans toutes les institutions que plus on monte en hiérarchie, moins il y a de femmes. Et ça, c'est une constante, et c'est pour ça qu'il faut toujours compter et ne jamais lâcher prise, parce qu'on redescend vite, et donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir cette pression. Le ministère, d'ailleurs, s'est aussi doté donc d'un second plan pour l'égalité professionnelle, piloté par une task force égalité-diversité qui trouve donc des réponses concrètes, tangibles aux obstacles que rencontrent les femmes dans la diplomatie. Nous avons aussi un haut fonctionnaire donc à l'égalité femmes-hommes, dont l'action est très importante et très utile. Il faut sensibiliser sur la mixité des métiers, rééquilibrer ce qu'on appelle les viviers, c'est un terme qui n'est pas très beau, mais bon, on comprend ce que ça veut dire. Veiller aussi à la réduction de l'écart des salaires. Là aussi, il est intéressant de compter, et c'est pourquoi l'index qui avait été mis en place en 2018 par Muriel Pénicaud dans le secteur privé est maintenant en train d'être élargi à l'ensemble de la fonction publique, alors de manière un peu différente, mais donc on va compter aussi les écarts dans les situations des femmes et des hommes au sein de toute la fonction publique, et donc notamment au sein de notre ministère. Je ne serai pas beaucoup plus longue parce que je pense que vous aurez des questions à poser, mais pour moi il est tout de même très important de dire, puisque c'est cette journée internationale pour les femmes dans la diplomatie, je pense que c'est important de rappeler que c'est à la fois un acte de mémoire, de volonté, de rappeler toute cette reconnaissance envers les femmes diplomates qui, à travers les continents, à travers les générations, ont contribué à apaiser les conflits, à rapprocher les peuples, à faire entendre la voix de la raison. La raison, oui, c'est important. Elles ont servi, souvent sans visibilité, mais avec rigueur, avec loyauté et courage. Aujourd'hui, les femmes diplomates sont ambassadrices, représentantes permanentes, consuls, négociatrices, directrices de cabinet, expertes. Et demain, elles seront encore plus nombreuses, je l'espère, dans toutes les sphères de diffusion. Je voudrais dire une chose aussi, c'est qu'il ne faut jamais laisser dire qu'une profession qui se féminise est une profession qui se dévalorise. Ne laissons pas dire cela, et surtout ne véhiculons pas de tels propos. Disons plutôt, une profession qui se féminise, c'est une profession qui se modernise. En effet, pour répondre aux attaques faites aux démocraties, pour répondre à tous les poncifs qui rejettent l'égalité, la contre-offensive ne peut se faire en envoyant des hommes répondre aux hommes. En France, nous choisirons d'envoyer des femmes. Ce sera à elles qu'il faudra répondre, et ce sera avec elles qu'il faudra négocier. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Isabelle Rome, de cette première présentation qui contient pas mal de substance. Nicole Ameline, au vu de votre expérience, notamment pendant de longues années au sein de la CEDAW, que vous avez présidée, je le rappelle, aux Nations Unies, même question bien sûr sur le sens de la diplomatie féministe, mais peut-être en vous demandant si vous pouvez mettre l'accent sur, au fond, à quoi ça sert dans le système multilatéral. On vient d'avoir un premier bilan sur la nécessité de le faire et plutôt avec un accent interne. Qu'est-ce que vous avez constaté aux Nations Unies? Est-ce que la résolution 1325, si je me souviens bien, qui était censée consacrer le rôle des femmes dans les processus de paix, notamment au Conseil de sécurité, résolution du Conseil de sécurité, est-ce que vous avez constaté depuis quelques années une amélioration, un impact? Vous avez la parole, Nicole. Merci infiniment, Jean-Maurice, et bravo pour cette initiative. Je considère que l'AFNU est une avant-garde aujourd'hui. Une avant-garde dans un contexte difficile, mais avec la réforme des Nations Unies. Donc, vous avez un rôle majeur et c'en est une illustration. Merci et bravo à Isabelle Rome pour le travail qu'elle effectue partout dans le monde et qui est extrêmement emblématique pour la France. Je crois que nous vivons à un momentum.
et ce momentum est une impérieuse nécessité pour agir. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il y a des célébrations, et des célébrations qui sont un peu, je dirais, en aigre-douce, parce que qu'il s'agisse de Pékin +30, de la résolution 1325, ou même de l'objectif 5 des ODD, nous voyons bien que l'une des failles majeures de ces grands moments historiques est précisément la quasi-absence des femmes des systèmes de décision à l'échelle globale, comme à l'échelle d'ailleurs locale, car nous sommes sur des systèmes paradigmatiques qui font que l'inégalité est structurelle à tous les échelons. La diplomatie féministe répond donc aux trois priorités qui me paraissent essentielles: l'accélération, l'innovation, la mobilisation. L'accélération parce que nous ne pouvons pas rester dans un système de gouvernance inadapté. Aujourd'hui, la Convention CIDO, si nous reprenons les grands enjeux du monde, la paix, la sécurité, l'intelligence artificielle, les migrations, le changement climatique, la montée de l'extrémisme, la montée du relativisme culturel, nous voyons bien que sur tous ces sujets, l'absence malheureusement systémique des femmes, en tout cas leur sous-représentation systémique dans les systèmes de gouvernance, est non seulement une transgression de leurs droits fondamentaux, c'est aussi un obstacle à la mise en œuvre de tous leurs autres droits, et je voudrais insister là-dessus parce que la diplomatie féministe est une réponse, c'est un handicap pour le monde, car l'égalité dans la décision, c'est une solution, c'est une réponse. Et je crois qu'au-delà du droit, il faut le voir comme cela, parce que c'est l'intérêt du monde aujourd'hui. Et au moment où nous devons changer tous nos systèmes de pensée et d'action, le moment est venu de changer notre système de gouvernance. Ce que nous proposons, c'est donc d'accélérer. Accélérer, cela veut dire effectivement considérer que 2030 doit être le turning point en bon français, vraiment le moment où on aborde une nouvelle ère. Là, la deuxième priorité, c'est l'innovation. Et l'idée que les femmes en diplomatie peuvent avoir un rôle non seulement très constructif pour créer les conditions de la paix, mais peuvent aussi être considérablement importantes dans la prévention des conflits. C'est un concept nouveau, mais qui est fondamental, parce que dans le domaine de la paix et des conflits, nous nous sommes surtout penchés. Mais encore une fois, la violence, c'est la conséquence de l'inégalité première. Et l'idée, c'est que nous soyons sur un terrain d'innovation. Je reviendrai sur un ou deux projets que nous portons, mais la recommandation générale 40, en demandant que la parité 50-50 soit un point de départ et non pas d'arrivée, soit un principe fondamental, comme nous avons su le faire en France, même un peu maladroitement, mais nous étions en 2000, change radicalement le paradigme. Parce que à partir de ce moment-là, les femmes se sentent beaucoup plus légitimes. On sait qu'on n'atteindra pas la parité 50-50 demain matin, mais on sait que c'est ça le sujet. Et j'observe aujourd'hui que les pays qui vont le plus vite possible sur les progrès à faire sont souvent des pays qui considèrent la parité comme un avantage. Et tout le sujet du CIDO aujourd'hui, c'est de faire que cette parité ne soit pas comprise comme une obligation, une contrainte, en tout cas pas seulement, mais comme un investissement, comme un élément, un facteur de changement et de développement durable. Et la Convention CIDO, dans son préambule, ne dit pas autre chose. Elle dit que les femmes ont droit à une égale et effective représentation de décision, et c'est un facteur de paix et de développement durable. Donc on voit bien que la parité est liée aux grands enjeux du monde, et ça doit faire l'objet de la réforme aussi naturellement des Nations Unies. La diplomatie féministe, elle répond aussi à un autre enjeu qui est le développement. Et Isabelle Rome l'a très bien dit, l'idée aujourd'hui est que nous définissions de nouvelles priorités dans le monde. Ça fait partie de la réforme, ça fait partie des enjeux, et le fait que des femmes soient de plus en plus dans la négociation internationale, dans la gouvernance multilatérale, où elles ne sont pas, parce que les femmes ne sont ni dans l'architecture financière, ni dans l'architecture bancaire,
elles ne sont que dans les sphères qui intéressent directement les droits des femmes. Et c'est absolument scandaleux. Les femmes doivent être partout où les décisions se prennent, quelles que soient les décisions. Par contre, l'idée de cette masse critique de femmes progressistes prenant toute leur influence dans les décisions doit se faire aussi sous l'angle des droits des femmes, c'est-à-dire que nous voulons des femmes progressistes, d'où le rôle de la société civile. Et j'en arrive au troisième point, la mobilisation. Il est clair aujourd'hui que la société civile doit se voir consacrer des parts entières d'espace participatif pour aider à favoriser cette émergence de femmes progressistes. Et nous demandons expressément dans la recommandation générale 40 que les fonds internationaux soient redirigés vers une forme de culture de gouvernance qui puisse de plus en plus permettre à la société civile de traiter des armes autonomes, de la dénucléarisation, de tout ce qui peut intéresser le développement, l'éducation à l'échelle du monde, et encore une fois, pas seulement des violences faites aux femmes. Donc, il y a là un changement de paradigme aussi pour la société civile. Deux principes. Le premier, c'est que la recommandation générale 40, grâce à la France, et je tiens à rendre hommage vraiment à notre pays, a fait l'objet d'une déclaration conjointe lors du dernier Conseil des droits de l'homme pour sa mise en œuvre. C'est assez rare parce que c'est une recommandation générale du comité CIDO et ce traitement est absolument inédit. Mais il est très positif puisque cela veut dire qu'il y avait 75 pays à peu près qui ont signé cet engagement du monde, et parmi eux les plus importants, mais pas seulement, bien évidemment, qui ont signé l'idée que c'était le moment de faire quelque chose de beaucoup plus radical. Parce que le constat, nous le connaissons. Et on ne va pas attendre 100 ans, 200 ans, 300 ans que les choses évoluent, surtout que le progrès n'est pas inéluctable. Et c'est précisément parce que le progrès n'est pas inéluctable qu'il faut agir. On a un recul général du droit et il faut effectivement le contrer par des idées neuves. Et parmi les idées neuves, je propose un GIEC Femmes, Paix, Sécurité qui, à l'image de ce que nous avons sur le climat, peut permettre de placer la science et la technologie au service du droit. Car si je dis qu'il faut plus de femmes dans la prévention des conflits, des crises et la négociation et la reconstruction, ça ne fait pas avancer les choses. Il faut vraiment qu'on le démontre. Et pour le démontrer, nous avons aujourd'hui des algorithmes qui permettent de faire une corrélation directe entre la présence des femmes et les signaux positifs des sociétés en matière de stabilité, je ne veux pas dire de sécurité spécialement, mais d'état mental de la société, pour reprendre Aristote, qui fondait la paix non pas sur la non-guerre ou l'entre-deux-guerres, mais un état harmonieux des sociétés. Il n'y a pas d'harmonie possible des sociétés sans les femmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis assez révolutionnaire parce que je pense que les femmes sont partout, elles font un travail, elles sont à la maison, dans la rue, au travail, en politique, mais en réalité, elles ne décident pas. Et aujourd'hui, la diplomatie féministe doit servir cet objectif. Faire en sorte que partout dans le monde, les femmes décident à tous les niveaux. Je pense aussi aux femmes qui, dans l'agriculture en Afrique, représentent 80% de la main-d'œuvre, mais qui n'ont pas accès ni aux technologies, ni à l'héritage, ni aux terres, ni au crédit, et qui effectivement travaillent sans décider. Et je crois vraiment que ce principe de décision, c'est la nouvelle gouvernance. Et c'est une réponse aujourd'hui pour un monde qui est en recherche de nouveaux repères et qui doit trouver dans des projets radicaux mais concrets un autre état d'esprit, y compris pour les femmes qui doivent sortir du paradigme des violences. Merci. Merci infiniment, cher Nicolas, avec toujours cette même passion que nous partageons. Avant peut-être de passer aux questions de la salle, moi je voudrais vous poser une question peut-être un peu difficile à toutes les deux. Après avoir noté votre référence aux algorithmes, alors il va peut-être falloir s'intéresser à la féminisation de l'intelligence artificielle, parce que telle qu'elle est conçue, me semble-t-il, c'est un autre débat, mais on entend beaucoup parler, beaucoup d'hommes sur ce qu'elle doit être, et quand on consulte, ce qui m'arrive de temps en temps, mais pas souvent,
les modèles d'intelligence artificielle, tout ça me paraît extrêmement masculin. Moi, je voudrais saluer au nom de la FNU et aussi de mon ONG Plan International votre référence à quelque chose de fondamental qui est positif, qui est comprendre enfin que la participation effective des femmes à la vie politique, économique, sociale, il ne s'agit pas de faire ça parce que c'est bien ou parce que c'est moral, il s'agit de faire ça parce que c'est bien pour tout le monde, pas seulement pour les femmes, mais aussi évidemment pour les hommes. Alors moi, j'ai quand même une question peut-être un peu difficile et je vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez, avant de passer encore une fois la parole à la salle. Tout ça est bel et bon, j'ai envie de dire. Ça apporte quoi aux femmes afghanes, aux femmes iraniennes, aux femmes dans les camps de réfugiés dans l'est du Congo, en Birmanie, aux femmes encore prisonnières en Syrie, quel qu'ait été leur choix à une époque douloureuse? Comment est-ce que concrètement, alors qu'on entend quatre voix masculines qui se veulent fortes, je pense évidemment au président chinois, russe, américain et au premier ministre israélien, expliquer que la paix ne se fera que par la force, pour en revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, évidemment, nous n'y croyons pas, nous qui croyons au multilatéralisme. Comment concrètement, alors pardon, en pas trop longtemps, Nicole et Isabelle, vous pourriez nous donner un peu d'espoir pour ces femmes dans ces pays qui les martyrisent particulièrement? Alors, moi, je veux bien répondre en 3 phrases. Premièrement, c'est l'espoir dont elles ont besoin. Car aujourd'hui, démontrer que le monde reste effectivement sur l'idée que la force ne doit pas l'emporter sur le droit, mais qu'il y a justement cette vision de la gouvernance, c'est le meilleur espoir qu'on puisse leur donner. Parce que l'Afghanistan, c'est la caricature du système de gouvernance que nous connaissons aussi, c'est-à-dire une sous-représentation, mais chez eux, c'est une exclusion systémique. Mais on n'est pas, je dirais que c'est une différence pour moi de degré, pas de nature, car le fait que les femmes ne soient pas dans les décisions au niveau global, aussi beaucoup. La chose, vous avez raison, Jean-Maurice, de parler de l'intelligence artificielle, c'est le défi majeur. Et dans la recommandation générale, nous avons une méthodologie pour que, effectivement, il puisse y avoir cette intelligence collective qui se substitue là aussi à une intelligence purement masculine actuelle et que M. Zwikenberg a considéré même l'autre jour comme insuffisante. Et troisièmement, sur les femmes enfin, qui souffrent quand même sur ce point dans le monde, d'un élan global. La recommandation générale 40, elle considère que les success stories qu'on a ici ou là ne sont pas significatives suffisamment. Et l'élan global va se faire, c'est pour ça que nous tenons beaucoup aux 75 pays qui sont les champions du moment. Si nous arrivons à créer ce déclic, nous pourrons effectivement construire un nouveau mode de pensée et de gouvernance. Sinon, c'est pour ça que la diplomatie féministe peut être un outil vraiment de performance sur ce terrain, car c'est une autre. Et encore une fois, c'est très contemporain et très moderne. Merci. Merci. Avant de passer la parole à Isabelle Rome, je signale aux participants sur le web qu'ils peuvent maintenant lever la main s'ils souhaitent poser des questions après la réponse d'Isabelle. Merci beaucoup. Isabelle, vous avez la parole. Oui, rapidement, peut-être d'abord sur l'IA. Effectivement, si ce monde de l'intelligence artificielle, ce monde qui va être construit, eh bien, s'il n'est construit que par des hommes, ce sera un monde totalement déséquilibré et un monde qui exclura les femmes. Donc, je pense que ça, il faut en avoir vraiment conscience, de même que tout ce qui est donné, enfin, toute la nourriture qui est donnée à l'intelligence artificielle, si elle n'est donnée que par les hommes, eh bien, elle produit une intelligence tronquée, une intelligence biaisée. Et donc ça, c'est vraiment très important, c'est très grave. Et cela justifie, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire en France à travers un certain nombre de politiques publiques, et ça justifie qu'il y ait un accent justement qui soit mis pour que les filles aillent davantage justement vers les métiers de la tech, déjà aussi qu'elles aillent plus souvent faire des maths, mais aussi dans les métiers de la tech, et c'est une politique vraiment volontariste
qui doit être menée en ce sens, comme nous avons mené des politiques volontaristes en politique, sur la parité dans les conseils d'administration, etc. Là, je pense qu'aujourd'hui, un des objectifs de la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes, ça doit justement porter sur l'accès des filles et des femmes dans les filières scientifiques et dans les filières de la tech. Et d'ailleurs, je vois que c'est d'ailleurs une des priorités d'Elisabeth Borne, notamment l'éducation nationale. Ça l'a été lorsque j'étais ministre aussi, qu'on a mis en place des bourses pour accompagner des jeunes filles vers les métiers de la tech. Enfin voilà, je pense que ça c'est vraiment une priorité que nous devons avoir. En ce qui concerne les femmes qui souffrent partout dans le monde, je pense que je partage ce qu'a dit Nicole en termes de gouvernance, en matière d'élan global. Mais peut-être parce que je suis magistrate, je pense aussi qu'il ne faut pas laisser passer. C'est-à-dire que je crois encore, même si elle est fortement attaquée en la justice internationale, je crois encore que les exactions doivent être jugées, doivent être condamnées, doivent être punies, que les auteurs doivent être condamnés. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça. Personnellement, je serais aussi pour la reconnaissance du terme d'apartheid de genre, justement bien montrer que le fait d'exclure de manière systématique, organisée les femmes de l'espace public et de les priver d'un certain nombre de droits peut constituer un crime contre l'humanité. Pour moi, c'est aussi un des axes que j'aimerais pouvoir soutenir et développer. Merci Isabelle. Moi, j'ai une autre question qui évidemment inquiète toutes les organisations de la société civile, et Nicole l'a mentionné, vous travaillez avec elle tout le temps. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à la façon dont vous collaborez avec nous, les associations et les ONG. Quel est l'impact selon vous que va avoir? Est-ce que ça sera durable? Et en particulier, quel impact aura sur le problème des droits des femmes, les décisions américaines et européennes, parce qu'il ne faut pas oublier que les Européens ont décidé de rompre leurs engagements en matière d'aide publique au développement avant que M. Trump n'arrive au pouvoir. Donc, ça n'est pas, quels que soient les défauts de M. Trump, il n'est pas le seul à l'avoir manifesté. Il a annoncé la semaine dernière, je crois, qu'il y aurait un déficit probable de 70 milliards de dollars sur l'aide publique au développement. Et sur l'aide humanitaire, le plan global des Nations Unies sera plafonné à 29 milliards au lieu des 45 milliards prévus, mettant en danger plusieurs centaines de millions de vies à travers la planète. Comment va pouvoir se débrouiller la diplomatie féministe au milieu de tout ça? Et pardon de vous interpeller en tant qu'ambassadrice auprès du ministère, ce ministère que j'aime tant et où j'ai passé de si belles années, mais comment concilier les multiples engagements que nous prenons en matière de droits humains et de droits des femmes en particulier et des filles avec cette baisse spectaculaire de l'APD et notamment en France? Isabelle, peut-être en premier, pardon, et puis on passera la parole à Nicole. Oui, c'est une réalité et nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires donc qui est réel et qui existe. Donc évidemment, nous ne sommes pas dans une bonne période, j'allais dire, que ce soit sur le plan national et encore moins peut-être sur le plan international. Cela dit, pour être pas complètement pessimiste, alors je pense que déjà il ne faut pas lâcher, il faut continuer tout ce qu'on peut, ne pas se résigner, ne pas être dans la plainte perpétuelle. Enfin bon, c'est facile à dire, mais enfin quand même, quoi, voilà. Et avoir des beaux objectifs comme ceux de la recommandation 40. Je pense aussi que peut-être qu'il faut que nous, alors là c'est très pragmatique, mais voyez que nous trouvions aussi d'autres alliés, notamment avec le secteur privé aussi, qui peut s'engager sur un certain nombre d'actions très concrètes. Et d'ailleurs, s'agissant justement de l'éducation des filles, du respect des droits des femmes et des filles, de l'égalité, je dois dire qu'on a un certain nombre
de grands groupes, de grandes entreprises ou des fondations qui sont des gens impliqués et puis aussi qui sont vraiment de bons soutiens. Et donc, je pense que ça, c'est important de développer ce que nous appelons aussi cette philanthropie féministe. Je pense que c'est intéressant. Donc ça me paraît vraiment important. Et puis, tout de même, je dis, ne baissons pas les bras. Appliquons le droit aussi, parce que le droit, ça coûte rien. Enfin, ça coûte si, voilà. Mais c'est pas forcément des investissements énormes, mais c'est ce qui permet tout de même que tout ne parte pas à volo, que ce ne soit pas la loi de la jungle qui s'impose avant tout. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer de tenir bon le plus possible sur les droits fondamentaux, ce qu'on peut appeler l'état de droit, et j'allais dire son corollaire sur le plan international, le multilatéralisme. Je pense qu'il ne faut pas lâcher là-dessus. Même si c'est décrié, même si on voit bien que l'état de droit il est partout attaqué, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Et en tout cas, tous ceux qui ne lâchent pas, eh bien, nous devons vraiment nous serrer les coudes et faire bloc. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, pour terminer, quand même aussi dire que nous sommes dans une mauvaise période, mais voilà, il y a des balanciers et que peut-être il faut passer ce mauvais cap et que si on arrive à le passer parce que justement on aura tenu bon sur un certain nombre de fondamentaux et qu'on n'aura pas perdu nos objectifs, eh bien, j'allais dire, le train pourra repartir dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rassure, l'AFNU ne se découragera pas, mais il va falloir faire pas mal de pression quand même. Merci en tout cas pour cette réponse optimiste. Nicole. Juste 2 mots. La RG40 ne coûte rien. Faire avancer les réformes en soi, c'est une méthodologie, c'est un état d'esprit. Donc, en revanche, je reprends l'idée que c'est un investissement et qu'au fond, si on arrive à aller dans cette direction d'une manière organisée, concrète, on peut créer pour les femmes d'autres champs d'action et surtout de soutien avec les ONG. La deuxième chose, c'est qu'il faut jouer l'intelligence collective. J'observe dans beaucoup de pays qu'il n'y a pas de convergence entre les ONG et qu'il faut créer cette convergence pour essayer de rationaliser. Et troisièmement, il faut définir des priorités. On ne pourra pas continuer à tout faire, donc il faut être sur des approches systémiques et surtout des changements de politique publique, parce que c'est ça qui fait la différence. Les actions, les projets sont formidables, mais s'ils n'inspire pas de nouvelles politiques publiques, on reste dans une sorte de satisfaction plus limitée. Et donc, et comme l'a très bien dit Isabelle, le fait que les organes de traité restent totalement actifs, même avec moins de moyens, c'est aussi le fait que le droit reste, je dirais, une avant-garde de modernisation des sociétés et en lien, comme nous faisons à Genève, avec naturellement toutes les sociétés civiles. Merci Isabelle. Alors, j'ai 2 questions de la salle. La première de Madame Deza Ngembok. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ripert. Merci, Mesdames Rome et Ameline. Je suis Deza Ngembok. Je suis la fondatrice de la Ahadi Foundation, qui est une ONG internationale, avec l'ambition d'accompagner 1000 femmes handicapées d'ici 2030 à rejoindre les sphères de décision. Je plus sois absolument à tout ce que vous avez dit. J'aimerais juste ajouter la dimension aujourd'hui de la double approche genre et handicap, qui est très, très peu prise en compte par rapport à la diplomatie féministe dans le monde. Donc, je trouve que la diplomatie féministe est un outil essentiel qui pourrait aider à accélérer, évidemment, ce travail. On a créé un programme de leadership qui est un programme pilote aujourd'hui qui a commencé en France en octobre dernier, qu'on déploie en Afrique depuis février, avec en Afrique 51 femmes handicapées qui participent dans ce programme. On a besoin de réussir ce projet pilote pour pouvoir arriver à trouver des solutions à travers des contrats impact social pour développer et s'aimer ce projet partout dans le monde si on veut réussir notre ambition d'accompagner 1000 femmes d'ici 2030-2030. Demain, c'est l'agenda des objectifs de développement durable. Il ne faudrait pas laisser les femmes handicapées à côté de la route.
est ce que je voulais juste apporter comme contribution. Je n'avais pas de questions particulières. Merci beaucoup pour vos engagements, pour vos convictions et pour vos actions. Merci beaucoup. Merci à vous, Bina. Et si je peux me permettre à titre personnel de dire que le problème de la non-prise en compte, de la peur de la prise en compte des problèmes du handicap ne porte pas, hélas, que sur la partie féminine de la population. Nicole, vous souhaitez réagir ou Isabelle? Je dirais simplement que dans notre approche des nouveaux systèmes de gouvernance, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire la prise en compte des femmes dans toute leur diversité, est un principe, est un pilier de cette recommandation, dont effectivement la question du handicap, puisque nous avons eu la chance d'avoir Anna Paelez, qui était elle-même victime de handicap, qui était présidente du comité SIDO 2 ans, et qui a beaucoup influencé notre action. Donc c'est bravo pour ce projet. Et l'idée, effectivement, qu'il s'agit de toutes les femmes dans leur diversité devait être rappelée. Merci de l'avoir fait. Merci Isabelle. Juste pour compléter, parce que effectivement, je suis d'accord pas plus avec Nicole, juste pour dire que il est important aussi de changer de regard justement sur les personnes en situation de handicap et ne pas forcément faire pour elles, mais faire avec elles, et aussi de considérer qu'elles sont expertes. Et je me réjouis par exemple de voir Marie Rabatel qui est dirigeante d'une ONG donc pour les personnes porteuses en situation de handicap, qui récemment était aux Nations Unies, qui a porté cette parole. Et voilà, je trouve que ça, c'est très encourageant. Et puis, je pense que effectivement, cette approche intersectionnelle, c'est ça, je pense qu'elle est importante. Et je pense que pour ne pas oublier le sujet, comme pendant longtemps, on a dit qu'il ne fallait pas oublier le sujet de l'égalité femmes-hommes, etc., qu'il fallait le mentionner de manière spécifique dans les politiques publiques, eh ben, il faut aussi que chaque politique publique comporte son volet accès justement aux personnes en situation de handicap. Ça me paraît très important. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, madame. Je crois que nous nous sommes rencontrés il y a quelques temps. Je crois que c'était au colloque organisé avec le comité français de l'UNESCO, si je me souviens bien, sur les droits des femmes. J'ai 2 demandes de parole. D'abord, madame Maria Raïs et ensuite Claire Brisset. Donc, Maria Raïs, vous avez la parole. Je ne vous vois pas, mais vous avez la parole. Ah, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Apparemment pas. Donc, je vais passer la parole à Claire Brisset. Il faut mettre votre micro, madame Brisset, sinon on ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Ah, bien. Claire Brisset, il faut ouvrir votre... Voilà, c'est bon, normalement. Non, non, là, c'est fermé. Bien. Est-ce que nous avons une autre demande de prise de parole pendant ce temps? Non, c'est toujours coupé. Il faut ouvrir votre micro, madame Brisset. Elle a disparu complètement. Bien. Est-ce qu'on a d'autres questions de la salle? Jérémy? Non? Pas à ce stade? Okay. Ah, oui, là, il y a quelqu'un qui cherche à parler. Pardon pour les inconvénients du direct, si j'ose dire. Claire Brisset? Non, toujours pas. Bien, bah, écoutez, on va reprendre notre conversation là où nous l'avions. Ah, il y a une demande, Jean-Maurice, de madame Bina. Ah, non. Ah oui, madame Bina, pardon. Alors, je n'ai pas votre nom de famille, mais en effet, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'intervention. Désolée, je n'ai pas pu mettre l'emoji, donc j'ai écrit par écrit une demande de parole. C'est bien, c'est bien. Oui, en fait, je suis une professionnelle dans le domaine de lutte contre la violence faite aux femmes et aussi bénévole dans une association Femmes Solidaires en Île-de-France. Et j'aimerais bien faire une petite étude comparative parce que je peux dire quand même que les femmes participent déjà à leur niveau et ça a déclenché pas mal comment on peut dire ça, de bouleversements, grands bouleversements au niveau politique national, mondial. Mais
seulement il y a le plafond de verre politique, plafond de verre professionnel, et il y a aussi une sorte de plafond de verre interne quelquefois. Je m'explique. Par exemple, même au niveau de la Révolution française en France, ça a commencé, c'est précédé par la Révolution du pain. Ça veut dire il y a les femmes d'abord qui voient dans leur foyer qu'il y a la famine qui commence à arriver, le pain est très cher, donc ils commencent à se mobiliser. Et quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, que ça a devenu que les hommes ont aussi participé, ça a devenu la Révolution française. Il y a aussi, par exemple, en Tunisie, la révolution du jasmin, peut-être c'est ça qu'on a appelé. Il y a, je ne sais pas, en Iran ou c'est quel pays arabe, quand les femmes commencent à enlever leur voile, couper les cheveux, et ça a commencé à prendre aussi une autre ampleur. Mais le problème, c'est que quand ça, comme en Afrique aussi, par exemple, il y a une culture où, quand il y a une confrontation entre le peuple, peut-être local, ou l'armée, on met en avant les femmes presque nues, parce qu'il y a la tradition, on n'a pas le droit de regarder des femmes nues, parce que sinon, ça entraîne le je sais pas, mauvais œil, donc les militaires se retirent. Donc, les femmes ont pris quand même une grande place dans les luttes. Ah, j'ai encore d'autres exemples. Grande place dans des lutte très cruciale dans l'histoire de leur pays, ça c'est au niveau national ou local. Moi aussi, dans le cadre de notre association, on est en Île-de-France, hein, mais on aide aussi les petites filles excisées dans le pays Afar en Éthiopie. Et là-bas, comme il y a la guerre civile, les hommes sont presque dans les villages. Nous, on est plus dans les villages Afar, et il y a pas mal d'hommes qui ont perdu la vie, et donc il y a les femmes il reste peu de femmes dans les villages, et les femmes ont commencé à prendre l'arme. Donc quand les femmes ont gagné la guerre, parce que les femmes n'ont plus de choix en fait, soit elles vont être violées par l'ennemi parce que un combat entre tribus, ou elle est obligée de se mettre debout. Donc les femmes sont obligées de prendre les armes, et les femmes ont gagné, donc ils ont exigé que la place à la municipalité, le maire doit être en parité, ça veut dire entre hommes et femmes, parce que jusque-là, les femmes sont juste s'occuper des enfants, du petit clan, tribu, mais maintenant, elles exigent, nous, on a pris aussi les armes, donc on exige que nous, on gère aussi d'une manière officielle, légale, ça veut dire dans chaque village, Afar, c'est pas, peut-être pas encore chaque village, mais il y a 2 maires, hommes et femmes obligés. Donc, c'est ce que je veux dire. Peut légiférer cette parité-là. C'est vrai, en France, c'est au niveau municipal, c'est déjà, il faut la parité entre hommes et femmes pour qu'une liste soit validée. Mais dans ma commune, par exemple, j'ai essayé d'être engagée. Jusque-là, ça fait presque 6 mois, on n'a pas trouvé 5 femmes juste pour valider notre liste. Donc, c'est ça. Même si nous, en France, on a fait quand même l'effort de légiférer là-dessus, mais il y a, je ne sais pas si c'est le plafond de verre personnel, mais peut-être il faut faire encore un investissement là-dessus. Peut-être là, on essaie d'aider un petit peu, de former les femmes pour la prise de parole en public et tout ça, mais ça n'arrive pas encore. Donc, légifération, aider pour rompre le plafond de verre personnel. Merci beaucoup, merci. Pardon de couper la parole, mais il se trouve que comme toujours dans ces cas, il n'y a pas beaucoup de questions au début, il y en a beaucoup à la fin. Tout le monde veut parler maintenant. Donc, avant de repasser pour la clôture, bien sûr, la parole à nos 2 intervenantes, si elles sont d'accord, j'ai 2 demandes de prise de parole, l'une de Madame Catherine Simonet qui est à l'AFD, je crois, et Claire Brisset qui a compris comment ouvrir son micro. Donc d'abord, Catherine Simonet, vous avez la parole. Merci, Bina. Je vous en prie. Catherine Simonet, là, c'est pareil, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. En fait, je n'avais pas levé la main, mais bon, je vais y aller parce que vous avez bien fait. Non, je n'avais pas levé, mais ce n'est pas grave. Ah, pardon. Oui, je voulais juste merci pour ces interventions. Merci, Madame Bina. C'est vraiment fantastique d'entendre vraiment. Non, c'est bien parce que j'ai un autre regard là-dessus. Sur l'excision. Maintenant, moi, je vais placer ma demande sur autre chose. En sachant qu'aujourd'hui, vous avez des femmes dans la société qui sont plus ou moins actives. Je ne sais pas du tout s'il faut ouvrir le... Attendez, uniquement cette fois-ci, on va faire comme ça. Je ne sais pas si on voit. Bon, bref. On vous entend et on vous voit. Allez-y. OK. Très bien, merci.
Donc, juste pour vous dire qu'en fait, toutes les femmes qui aimeraient s'investir ont peut-être des problèmes personnels. Et je rebondir sur ce qu'a dit Mme Nicole Ameline et Mme Isabelle Rome en disant que est-ce qu'il y a une volonté, je dirais, un peu paternaliste de nous faire taire? Je pense en fait à gréver sur une vie qui est personnelle qu'on s'appelle un handicap émotionnel cette fois. Je pense à beaucoup de femmes qui sont investies dans la vie publique et à qui, par exemple, je donne un exemple, hein, je vais comme Mme Bina, à qui on retire leurs enfants et qui fait que effectivement, le curseur va sur une, je dirais, va sur un aspect qui est plus personnel et les retire de fait d'un investissement dans lequel elles étaient très porteuses. Voilà, ça c'était bon. Vous m'avez donné la parole, donc je veux vraiment souligner ces aspects-là. C'est un, comment dire ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres où effectivement on essaie de faire taire les femmes d'autres manières que ce soit. Voilà, celle-là elle est pertinente parce que quand on touche aux enfants, on touche à quelque chose qui est quand même assez viscéral et qui est, je dirais, l'avenir en fait d'une famille, l'avenir d'une femme. Et je pense que là, elle se retire, mais complètement. Donc, autour de moi, j'ai des exemples qui sont très porteurs de femmes médecins à qui on a essayé de retirer des enfants. Donc, de femmes médecins, de femmes également dans la magistrature, dans des lieux qui pourraient être, je dirais, vraiment porteurs pour des actions qui sont publiques et où elles s'étaient énormément investies pour la cause féminine. Voilà. Donc, vous m'avez donné la parole, je vous remercie. Merci à vous, merci pour ça. Et j'ajouterai peut-être aux demandes qui s'adressent à Isabelle et Nicole, cette intervention me fait penser aussi qu'il est évidemment important de parler du rôle que peuvent jouer les hommes, parce que dans ce qui vient d'être décrit, il y a évidemment beaucoup de responsabilités des hommes, dans cette non-reconnaissance, dans cette négation, dans cette revendication de récupérer les enfants, après en général ne pas s'en être occupé pendant des années. Mais je vais donner une dernière fois la parole à la salle, Claire Brisset, et puis après je vous rendrai la parole, bien sûr, Isabelle et Nicole. Claire, tu as la parole. Oui, merci Jean-Maurice. Je voudrais saluer Madame Ameline, que j'ai rencontrée il y a peu, et Isabelle Rome, que j'ai connue dans ma vie antérieure et dans la sienne. Alors, j'ai été très, très intéressée par tout ce qui vient d'être dit, et je voudrais souligner un point qui me paraît à moi vraiment très important. Je crois que nous avons tous collectivement fait des grands progrès dans la culture internationale, la culture du droit international, la culture tout court, mais qu'il manque à ce combat que nous menons pour les femmes et les petites filles, il manque justement la dimension de qu'est-ce qui se passe dans leur enfance. C'est-à-dire que il y a dans le monde entier des endroits, dans toute l'Asie, où on nourrit moins les petites filles, et donc où elles ont une surmortalité. Il y a toujours des mutilations sexuelles dans toute une partie du monde. Il y a toujours et surtout, je dirais là, pour ce qui nous concerne, une sous-scolarité. Et tant que les petites filles auront été moins à l'école que leurs frères et qu'elles accéderont, les chiffres sont absolument accablants, en particulier les chiffres de l'OCDE et de la Banque mondiale, qui est le premier bailleur de fonds au monde et de très loin dans le domaine de l'éducation. Donc, tant qu'on n'aura pas suffisamment insisté sur le fait que les femmes dont nous sommes toutes là des témoins qui se battent pour leurs droits et le droit des autres femmes, mais pas seulement, n'auront pas bénéficié d'une structuration suffisante dans leur propre enfance. D'abord, le droit de vivre comme leurs frères, le droit d'aller à l'école, le droit de ne pas travailler comme leurs frères à l'âge de 7 ans, de 8 ans, etc. Je pense qu'il manquera un pan essentiel à tout ce que nous pouvons faire si nous ne nous préoccupons pas suffisamment de ce qui se passe quand les enfants sont très jeunes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous ne serez pas étonné que je dise ça de ma part, mais ça me paraît fondamental. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, Claire. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'elle a été la première défenseur des droits des enfants. Alors, Isabelle et Nicole, vous avez la parole. C'est à l'UNICEF que ancienne de l'UNICEF aussi, bien sûr. La sous-nutrition et les mutilations sexuelles et l'embrigadement des filles dans les armées, ça, je l'ai vu de mes yeux. Merci en tout cas, Claire, pour ce témoignage. Donc, Isabelle puis Nicole, plusieurs thèmes, les filles à l'école viennent d'être évoqués, le problème des enfants pris en otage, je ne sais pas comment le dire autrement, et puis les problèmes du plafond de verre dans la vie politique française. Isabelle, Nicole,
Vous avez la parole. Je veux bien commencer juste sur les politiques volontaristes et par rapport au plafond de verre. Je pense qu'en fait, on voit bien qu'en fait, il faut jouer sur plusieurs niveaux et de différentes manières. Donc, je pense que évidemment, il faut des politiques publiques volontaristes, ça me paraît complètement nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur avec les mots de quotas lorsqu'ils sont nécessaires à certains moments. Voilà, on l'a vu dans la vie politique, on l'a vu justement dans la vie économique. Le quota en tant que tel, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être un marchepied pour accéder à d'autres, justement pour aller plus loin. Et puis à un moment donné, je veux dire, lorsque les mœurs n'évolue pas assez vite, eh bien, j'allais dire, la loi peut aussi les booster. En tout cas, moi, je pense que ça peut être, en tout cas, c'est un levier important et surtout, justement, dans ce domaine des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes. Mais évidemment que la loi, elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Et ça, je veux dire, c'est une banalité que de le dire, mais c'est quand même important de le rappeler. Tout ce travail, il doit s'accompagner d'un travail de sensibilisation de la société, d'éducation, pour aussi lutter un peu contre les clichés, les modèles que nous pouvons, de représentation que nous pouvons tous et toutes avoir en tête et qui peuvent justement freiner les femmes, mais aussi qui contribuent à, j'allais dire, à les éloigner d'un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire on les éloigne ou parfois elles s'en éloignent. Donc je pense que ça c'est important de bien avoir ça en tête. Et là, ça va être la transition peut-être avec l'éducation. Je pense que, et là je salue Claire que je suis heureuse de retrouver même à travers l'écran. Je pense qu'effectivement si on doit avoir des priorités, je pense que la priorité, me semble-t-il, number one, c'est bien l'éducation. Je pense que c'est la société de demain. Quelle société nous voulons laisser à nos enfants et comment vont-ils être et comment déjà s'édifient-ils pour devenir ensuite adultes. Je pense que il me semble de ce que je vois aujourd'hui après un certain nombre d'années dans la magistrature, mais aussi plus sur les droits des femmes, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on mette le paquet, pardon de cette expression un peu familière, mais sur l'enfance, sur l'éducation, sur la protection de l'enfance. Je pense qu'une société qui ne se soucie pas de ses enfants, c'est une société un peu mortifère. Et donc je pense que oui, vraiment, je pense que nous avons de grands chantiers à travailler justement sur le sujet de l'enfance et sur l'éducation. Je terminerai juste sur l'émotion et alors les enfants pris en otage, j'allais dire, c'est pour moi, je connais malheureusement bien ce sujet pour y avoir souvent été confrontée aussi comme magistrate. Je pense que là, je voudrais souligner l'apport des sciences humaines. Et c'est aussi pour montrer un peu l'interdisciplinarité, parce que grâce à l'apport des sciences humaines, nous avons pris conscience d'un certain nombre de phénomènes, de mécanismes psychologiques. Par exemple, nous avons compris ce qu'était le phénomène d'emprise. Nous avons aussi compris l'impact des violences au sein du couple sur les enfants. Nous avons été des générations, j'allais dire, de magistrats, mais pas que de magistrats, d'avocats, de policiers, de soignants, etc., à avoir été formés avec le modèle selon lequel il faut toujours privilégier le lien parental et surtout distinguer ce qui se passe dans le couple du rapport parent-enfant. Et bien justement, les sciences humaines nous ont appris à comprendre que le simple fait pour un enfant d'être exposé aux violences au sein du couple parental fait de lui une victime à part entière. Voilà. Et donc je pense que c'est pourquoi je pense qu'il est important de travailler toujours avec cette notion d'interdisciplinarité. Moi j'aime bien dire aussi que les sciences humaines nourrissent le droit, je pense que c'est important. Et puis là aussi, lutter contre les stéréotypes. Encore à la fin du 19e, on parlait d'hystérie, par exemple. L'hystérie, c'était quand même ce dont on accusait les femmes. Donc en fait, on n'est pas à l'abri, justement, qu'on nous renvoie justement cette part d'émotion
moi-même, et d'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit en 2012 s'appelle « Vous êtes naïve, Madame le juge ». Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'en avais aussi un peu assez qu'on dise que parfois j'étais trop sensible. Trop sensible, voilà, c'est ça. Et donc en fait, non, appliquer strictement les grands principes fondamentaux du droit, c'est pas être sensible, c'est justement les appliquer à la lettre. Mais ça pouvait être vécu comme de la sensiblerie. Donc voilà, je pense que nous ne sommes jamais à l'abri de cette attaque perfide. Merci beaucoup, Isabelle. Nicole. Oui, merci pour ces questions. Elles sont passionnantes. Et puis, on est ravis effectivement de retrouver des visages et des amis non seulement de la cause des femmes, mais très actives aussi dans les actions engagées. Moi, je pense qu'il faut repartir sur les concepts très forts en disant que les droits des femmes, c'est une force pour le monde, c'est une chance pour le monde. Il faut changer notre narratif parce que nous sommes un peu toujours dans une forme de victimisation, il faut bien le dire. Et de mon point de vue, il faut passer, comme Bina l'a dit, à quelque chose qui est que les femmes s'engagent. Les femmes s'engagent. En même temps, dans la Révolution française, elles ont démarré, mais ça s'est plutôt mal terminé, avec un suffrage universel réservé aux hommes et Olympe de Gouges à l'échafaud. Mais et on voit là qu'il y a une instrumentalisation aussi des femmes. Je voudrais simplement dire une chose. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un désengagement politique des femmes. Et parce que le modèle n'est pas le leur et qu'elles doivent s'adapter ou limiter et qu'elles ne sont jamais totalement à leur place. Et quand on dit qu'il faut que le système de gouvernance évolue, cela veut dire qu'il faut le transformer. Et encore une fois, c'est un élément positif. Il ne s'agit pas seulement de nomination, mais d'un état d'esprit beaucoup plus large. Et puis surtout, encore une fois, une alliance, comme l'a très bien dit Jean-Maurice, avec les hommes, bien évidemment. D'ailleurs, quand on parle d'intelligence collective, on est consensuel, on est dans le partage et on n'est pas du tout dans l'opposition. Et ce qui fait le succès aujourd'hui de cette recommandation générale, c'est qu'elle est fédératrice et qu'au fond, nous apportons un moyen, un outil, une projection qui est englobante, qui est globale. Et qui est globale au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle intègre toutes les sphères de la société et bien évidemment l'éducation. Parce que nous avons même proposé une éducation au leadership, qui est une éducation aux responsabilités, au respect du droit. Là aussi, nous sommes encore, je trouve, pas assez innovants sur ce secteur et nous avons au comité CIDO vraiment travaillé le sujet. On le fait avec bien sûr tous les autres organes de traité, mais il y a là encore un défi majeur pour le monde. Je voudrais simplement dire que mes pensées vont aujourd'hui pour les 600 millions de femmes et de filles qui sont dans les zones de conflit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elles sont privées de droits et elles sont privées pendant plusieurs années, notamment les filles, bien évidemment, d'éducation. Et cela va être un manque considérable parce que là, il faudra en faire une priorité pour que ces femmes et ces filles dont le nombre a doublé en 10 ans, ce qui veut dire que le progrès n'est pas linéaire dans le monde. Et c'est pour cela que j'insiste tant sur l'idée d'une approche globale mondiale, car autrement, les succès restent aléatoires. Et nous observons aujourd'hui que même la présence des femmes au plus haut niveau est aléatoire et qu'elle ne répond pas à un progrès linéaire. Donc, moi, je souhaite vraiment que nous ancrions, au vrai sens du terme, des principes nouveaux dans le système mondial. C'est un moment, je le rappelle, et encore une fois, bravo à la FNU. Nous, tous ensemble, nous pouvons, je pense, créer de nouveaux paramètres, parce que c'est de ça dont nous avons besoin, et c'est le moment de le faire. Merci encore. Merci infiniment, cher Nicole Ameline. Merci aussi à Isabelle Rome d'avoir très bien décrit les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre travail pour élaborer et promouvoir une diplomatie féministe. Merci à tous nos intervenants, à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à soutenir l'AFNU. Je rappelle notre site www.afnu.fr. Merci à tous et à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Merci, bravo. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.